Ce programme vous est proposé en partenariat avec l'ambassade des États-Unis. Les grands débats. Radio de la paix. Bonjour à tous. Je voudrais souhaiter la bienvenue à nos deux panélistes et les remercier de prendre part à cette discussion sur le thème « L'information, un bien public », le thème de la Journée mondiale de la liberté de la presse 2021. Pour échanger sur cette thématique, je reçois M. Sam Wakubwe. Il est journaliste, rédacteur en chef du journal L'Expression et porte-parole de l'intersyndicale du secteur des médias en Côte d'Ivoire. Je reçois également Monsieur Kone Mamadou, il est le secrétaire général de la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics. Nos intervenants discuteront des enjeux de l'information pour le renforcement de la démocratie. Ils parleront en particulier des conditions d'exercice du métier des journalistes, la sécurité des journalistes, la santé économique des entreprises de presse et l'impact de la Covid-19 sur le métier du journalisme. Messieurs, voici donc planter le décor. Nous allons commencer ce débat sans plus tarder. La première question que je vais vous poser, Monsieur Sam Wakubwe, comme je le rappelais tantôt en introduction de ce débat, vous êtes rédacteur en chef du journal L'Expression. Qu'est-ce que nous devons entendre par la thématique d'aujourd'hui, à savoir l'information comme un bien public? C'est quoi une information? C'est quoi un bien public? Merci bien Ben. Je voudrais, d'entrée de mes propos, dire merci à la Radio de la Paix qui nous donne l'occasion, juste quelques jours après la célébration de la journée de la liberté de la presse, de revenir sur cette thématique qui est très importante et pour les acteurs du secteur des médias, mais pour l'ensemble des populations. Parce que quand on parle de l'information comme bien public, c'est une information qu'on doit avoir la facilité d'accéder. Et comme on dit, du coup, l'information est un bien public, cela justifie qu'il faut que les populations qui doivent recevoir cette information dans leur entièreté aient une certaine éducation pour mieux savoir quelle est l'information juste, laquelle qui n'est pas juste. C'est pourquoi nous, quand on parle de ce sujet, on invite plutôt les gens à s'impliquer sur le thème qu'il faut qu'on éduque les populations aux médias. Parce que vous mettez l'information à l'accès aux populations, tant les populations ne sont pas éduquées aux médias, tout est mélangé et tout de suite on glisse vers les fake news. D'accord, on va arriver sur cet aspect des choses tout à l'heure. Je vais poser la même question à Monsieur Kone Mamadou en ce qui concerne donc la définition de notre thématique, l'information comme un bien public. Qu'est-ce que nous devons entendre par l'information comme un bien public? Bien, merci M. Dakité. Je voudrais, en tout cas au nom du président de la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, M. Kebi Yakuba, également au nom de l'ensemble des commissaires qui constituent le conseil des commissaires de la KIDP, vous dire merci, en tout cas pour l'opportunité que vous nous donnez ce matin de parler un peu de la KIDP et de la loi relative à l'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics. Les textes en ce qui concerne la définition de l'information sont clairs. Il est défini comme information d'intérêt public toute donnée ou connaissance, quelle qu'en soit la forme, produite, reçue, détenue, transformée ou préservée par les organismes publics. Donc pour nous, l'accès à l'information, c'est donc la légitimité de savoir et de faire savoir ce qui se passe dans la vie publique. Ce sentiment légitime ne devient un droit que lorsqu'il est expressément consacré par un texte juridique. On parle alors de droit d'accès à l'information, ce qui exige nécessairement que ce droit soit encadré par des dispositions légales afin d'éviter tout abus. Voilà, donc... Dit autrement et de façon plus simple, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Ce qu'on doit comprendre, c'est que, premièrement, l'information, comme je l'ai défini, c'est vraiment toute donnée, détenue, reçue par les organismes publics. Voilà, l'État de Côte d'Ivoire, depuis 2013, a adopté une loi relative à l'accès à l'information. Et la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics est là, véritablement, pour veiller au respect de ce droit. Alors, Monsieur Sam Wakubwe, vous qui êtes acteur, journaliste, vous qui partez à la recherche de ces informations ici en Côte d'Ivoire, comment le travail du journaliste par rapport à la question de l'accessibilité de l'information peut être évalué? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est facile? Tout est donné. Comment on peut évaluer l'accès à l'information par les professionnels des médias que vous êtes? C'est pas facile.
Tout ce que je peux le dire, c'est pas facile, parce que la liberté de l'expression n'agarit pas forcément son accès. C'est pas parce que vous êtes libre de vous exprimer que vous cherchez à accéder à une information que vous allez forcément l'avoir. Et c'est ce qu'on constate par moment ici en Côte d'Ivoire. L'État a bien fait de mettre en place la KIDP et je suis heureux d'être avec M. Mamadou ici, qui en est le secrétaire général. Mais il y a des véritables difficultés lorsqu'il faut recueillir l'information auprès des institutions d'État. Alors ces difficultés-là, comment elles se présentent? D'abord, on en pensait, avant d'arriver aux difficultés, il y a eu d'abord des actes qui ont été posés que nous on a salués. Il y a eu l'IGOUV, le fait de mettre l'accès des données des ministères sur des plateformes Internet, qu'on a dit la gouvernance par Internet, IGOUV. Mais ce sont des informations pour la plupart froides, contrôlées et dictées, que l'État veut qu'on sache. Ce n'est pas ce que le journaliste recherche pour la plupart du temps. Ça, c'est des informations étatiques. Et maintenant, quand vous partez pour un dossier que vous faites, pour une enquête, ou pour une information rapide, vous partez à l'administration publique, c'est très difficile. Et les gens sont encore enclins à dire il y a la confidentialité, il y a la protection des données d'État, il y a le secret professionnel, il y a le secret d'État. Voilà tout ce à quoi vous butez. Et en Côte d'Ivoire, c'est difficile à ce que les journalistes aient accès tout de suite à l'information étatique qu'ils cherchent. Ce qui fait que, ils sont obligés alors d'écrire par des contournements, avoir des sources qui peuvent leur donner, ça peut toujours être de mauvaises sources, mais on ne peut pas leur lancer la balle. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'il fait que la KIDP, dont le secrétaire général a défini le rôle tout à l'heure, tous les décrets énumérés tout de suite, qu'est-ce qui fait que les journalistes ne travaillent pas trop en liaison avec la KIDP tout de suite lorsqu'ils sont en difficulté? Il y a une disposition dans la KIDP qui bloque les choses. Je crois que ça doit bien être l'article 12, je suis avec lui, il en connaît bien. Quand vous demandez quelque chose à accéder à un organisme, l'organisme a 30 jours pour vous répondre. Quand vous êtes un civil lambda, mais quand vous êtes journaliste, 15 jours. Mais nous trouvons que c'est trop. C'est trop comment? Long? C'est trop long. C'est trop long. C'est trop long dans le cadre où l'information, elle court vite. Nous, les journalistes, avons besoin de l'information tout de suite pour la mettre sur le marché. Si je dois m'asseoir pour attendre 15 jours, c'est normal que je ne vais pas attendre ce délai. D'accord. Comme nous avons M. Kone Mamadou qui est avec nous, le secrétaire général de la KIDP, il va répondre à toutes ces préoccupations. Je crois que M. Samouakoubou a soulevé un certain nombre d'écueils, de difficultés qui sont dressées face aux journalistes par rapport à l'accès à l'information. Il a parlé des questions de secret d'information, de secret de l'administration, de confidentialité de certains dossiers. Et puis, il a parlé aussi souvent du délai pour accéder à certaines informations. Qu'est-ce que vous répondez, M. Mamadou? Bien, de manière générale, moi je pense qu'il faut percevoir l'avènement de cette loi comme vraiment un véritable progrès. J'en veux pour preuve la loi sur le statut général de la fonction publique, est loi du 11 septembre 1992 portant donc statut général de la fonction publique. Les pratiques usuelles en cours laissait constater que les relations entre l'administration et les usagers étaient marquées par les prérogatives de la puissance publique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous ne pouviez pas avoir l'information, bien les documents publics que vous vouliez. Vous pouvez vous adresser à quelqu'un qui dira à un agent, non, il faut que je me réfère à mon patron, et finalement, ça ne vient pas. Alors qu'aujourd'hui, la loi est très claire. La loi numéro 2013-867 du 23 décembre 2013, qui est relative à l'accès à l'information. Je dis qu'aujourd'hui, quand même, c'est un outil que les journalistes, d'abord, et tout autre citoyen lambda pourrait utiliser pour accéder aux informations et documents détenus par l'administration publique. Je pense déjà que ça, c'est vraiment une avancée notable. En ce qui concerne les délais pour remettre les documents lorsque les organismes publics sont saisis, il a bien dit, c'est de 15 jours pour les journalistes et 30 jours pour les citoyens lambda. Mais dans la réalité, la loi, elle est plus pour des journalistes d'investigation. Vous voyez, nous, on ne veut pas vraiment donner dans du sensationnel parce que M. Samouakoubou est journaliste, a reçu une information de suite, il veut déjà la vérifier, tout et tout. Je pense qu'il doit avoir ses propres canaux
en tant que journaliste pour accéder à ces informations. Mais par contre, lorsqu'il veut des informations et documents détenus par les administrations publiques, il doit faire prévaloir en tout cas la loi. S'adresser à l'organisme public en question, écrit une requête rédigée en français et puis adressée à ce qu'on appelle le responsable de l'information. Alors, M. Kone Mamadou, lorsque je suis un journaliste et que je vais vers une administration publique pour une information et que j'ai un refus qui m'est opposé, alors comment je m'y prends? Quelle est la procédure? Je voudrais dire à l'endroit de M. Sambou Akubwe, il y a beaucoup de journalistes aujourd'hui qui utilisent en tout cas la loi relative à l'accès à l'information pour avoir des informations et des documents détenus par les administrations publiques. Il n'y a même pas longtemps, nous avons été saisis par un journaliste dont je ne dirai pas le nom ici. Mais pour vous dire que vraiment, la loi, elle est là pour vous. Il faut véritablement l'utiliser. Et en l'utilisant, je pense que vous allez nous-mêmes nous aider à faire la promotion de cette loi, justement. Parce que c'est aussi ça, un des enjeux majeurs, en tout cas, de ce que nous faisons. C'est une des missions que la KIDP véritablement réussit. Alors, une chose aussi est de voir une loi qui existe, une autre est de la posséder, de la saisir. Est-ce que vous pensez que les agents de l'État, les fonctionnaires, les gens de l'administration sont suffisamment pénétrés de l'existence de cette loi, de son existence et de son application? Est-ce que vous qui êtes sur le terrain, est-ce qu'ils sont ouverts? Parce que de tout temps, vous savez, le rapport du citoyen avec l'administration. L'administration a toujours fait peur aux citoyens, généralement. Maintenant, vous dites, est-ce que d'abord le citoyen que nous sommes suffisamment informés de l'existence de cette loi? Nous, peut-être on est des professionnels de la communication, on sait, mais est-ce que les autres citoyens eux-mêmes ils sont informés? Et puis les agents de l'administration publique, est-ce qu'ils sont informés de l'existence de cette loi, de cette volonté de rendre transparentes les informations qu'ils détiennent au public? C'est vraiment un processus, vous comprenez? C'est un processus. Et depuis l'adoption de la loi et puis depuis la prestation de serment des commissaires de l'accès à l'information en 2015, nous avons commencé par des campagnes de sensibilisation, de vulgarisation de la loi à travers un peu tout le pays. Et les premières cibles qui ont bénéficié même de ces campagnes de sensibilisation, ce sont bien les journalistes. Voilà. Parce qu'on s'est dit que c'était des vecteurs importants, justement, dans la promotion de ce nouvel outil, en tout cas juridique. Voilà, donc nous avons eu à former les journalistes. Et ensuite, nous sommes allés vers les populations que je vais appeler populations civiles. Voilà, à travers des séminaires, des ateliers, des caravanes de l'accès à l'information. Donc, on pense que c'est vraiment un processus. Vous comprenez? C'est vraiment un processus. On n'a que, j'allais dire, 5-6 ans d'existence, mais nous continuons en tout cas de mener ces campagnes de sensibilisation auprès des administrations publiques et aussi auprès en tout cas de la population. Alors, est-ce qu'il y a des décisions, par exemple, qui sont rendues si des administrations ne se conforment pas à cette sollicitation des journalistes? Est-ce qu'il y a des décisions qui sont prises? Est-ce que vous avez rendu des décisions dans ce sens, les obligeant à rendre bien sûr que oui, informations? Bien sûr que oui. Je vous ai dit tantôt que le conseil est constitué de 12 commissaires. Voilà, et il est présidé par M. Kebi Akouba, qui est quand même un journaliste bien connu sur la scène ivoirienne et puis même internationale. Nous avons rendu des décisions, beaucoup de décisions. Mais je voudrais souligner que avant de rendre les décisions, ce que nous faisons au sein même de l'administration de la KIDP, c'est que nous procédons par ce qu'on appelle la médiation entre les organismes publics et celui qui demande l'information. De telle sorte que, parce que c'est pas tout à fait évident que l'administration qui reçoit la requête de demande soit informée justement de la loi. Donc on mène d'abord cette première étape et ensuite, si ça ne passe pas, on est obligé de référer l'affaire au conseil et ensuite il y a une décision qui est prise. Je voudrais déjà vous inviter à aller sur le site de la KIDP, www.kidp.ci, pour voir toutes les décisions rendues, en tout cas depuis 2016. Merci beaucoup, Monsieur Kone Mamadou. On sera à vous tout à l'heure. Nous allons poursuivre l'échange avec Sambou Akubwe, qui est donc le rédacteur en chef du journal L'Expression. Tout à l'heure, vous évoquez la question des fake news dans le travail des journalistes, notamment dans son volet accès à l'information. Comment est-ce que les fake news apparaissent, vous, en tant que journaliste professionnel, dans votre travail? À quel moment
vous diffusez ces informations, entre guillemets, qui ne sont pas de bonnes informations. Comment le journaliste professionnel peut être diffuseur de fake news? Comment ça se présente? Comment ça peut se passer? En principe, ça ne devait pas se présenter, ça ne devrait pas être le cas, mais il savait que cela arrive. Et cela arrive très souvent que les gens captent des informations qui circulent sur les réseaux sociaux, et quand on recueille, on recoupe, au lendemain, après on se rend compte que c'était juste un fake news. Donc ça peut tromper certains organes de presse, ça arrive. Ce qui ne devrait pas être le cas. Mais c'est dit un peu, je pense qu'on va y arriver au secteur paupérisé du secteur des médias en Côte d'Ivoire. Il y a des difficultés de déplacement, de recueil, de recherche d'informations, de recoupage pour mettre des informations fiables à la disposition de nos lecteurs. Ce n'est pas toujours le cas qu'on met à disposition des informations qui ne sont pas vraies. Mais je veux dire que quand vous voyez une information que vous trouvez très pertinente alors qu'elle se passe à milieu de vous et que vous n'avez pas peut-être les moyens d'accéder à ce lieu, ce n'est pas volontaire qu'on puisse se dire que bon, je capte l'information qui circule sur les réseaux sociaux, parce que toujours les réseaux sociaux ne vont pas toujours véhiculer des informations vraies et pour les publier, mais cela arrive. Alors, mais comment on peut lutter concrètement contre ça? De quelles armes dispose le journaliste pour pouvoir lutter contre ces fake news, ces désinformations? Parce que parfois, c'est volontaire, c'est voulu. On vous fait faire dire des choses qui ne sont pas forcément vraies. Comme vous l'avez dit, le milieu est paupérisé. Contre monnaie sonnante et trébuchante, on vous envoie des courriers dans des enveloppes ou bien des Non, dossiers, là c'est différent. C'est pas la même chose que de voir une information d'un intérêt qui suscite une curiosité sur les réseaux sociaux et qu'on a des difficultés pour recouper et qu'on se dit qu'on peut la passer, faisant confiance peut-être au canal, à la personne qui a véhiculé l'information en plein milieu. Peut-être on a l'habitude de voir la personne véhiculer des informations vraies, et comme la personne sait du fait qu'elle est un peu crédible, elle peut en profiter pour passer une information fausse juste pour calomnier quelqu'un. Et comme ce que je viens de le dire, on a l'habitude de savoir que la personne passait des informations vraies, ça peut tromper. Ça peut tromper, il faut être honnête là-dessus. Mais je dis que c'est dû au fait qu'il y a des difficultés financières dans le milieu. Donc l'information peut se passer, je peux dire comme ça, hors de l'État de Côte d'Ivoire. Il faut trouver les moyens d'un avion, il faut trouver l'hébergement, les vérifier si c'est vrai. C'est comme ça que tout journaliste devait faire. Parce que l'essence même du journaliste, c'est de recueillir une information vérifiée, bien recoupée et la mettre à disposition des lecteurs. Mais ça s'avère souvent difficile par cause des difficultés financières. Et c'est ce que je voulais dire. C'est en cela que je voulais un peu appeler M. Mamadou et la KIDP à nous aider sur un certain nombre de choses. Parce qu'on sait le fait que la KIDP a un pouvoir d'injonction et aussi a un pouvoir de sanction. Alors, à partir de ce pouvoir d'injonction, la KIDP pourrait alors, c'est peut-être une proposition qu'on pourrait ensemble analyser, pourrait faire un séminaire d'ensemble avec les journalistes pour recueillir un peu quelles sont les informations, les types d'informations dont les journalistes ont pour la plupart besoin, que ce soit pour le factuel, que ce soit pour les dossiers, que ce soit pour les enquêtes, et puis user de son pouvoir d'injonction pour s'autosaisir, se saisir auprès des pouvoirs publics pour recueillir ces informations-là et puis les mettre en bande de données à la KIDP. De sorte que si un journaliste demain a besoin de cette information, pourrait se rendre auprès de la KIDP qui a déjà cette information pour mettre à sa disposition. Ça pourrait nous aider à un moment. Parce que les pouvoirs publics d'ici, je le dis et je le répète, ne sont pas prêts à mettre à disposition toute information qui traite de la question de l'État. Que ce soit la santé, que ce soit la défense, partout que ce soit, ils ne sont pas prêts. Vous verrez tout de suite s'il y a une attaque à Paris. Vous verrez le porte-parole de l'armée française, le général Veni, aussi simplement, très à l'aise, sans contrainte, à la télé, se mettre devant les chaînes de télévision pour expliquer ce qui s'est passé. Tel est le cas aux États-Unis. Mais voyez-vous ici, il y a des attaques partout. Quand il y en a quelque part, personne, vous n'avez aucun interlocuteur auprès de l'armée. Mais que vous voulez que les gens s'écrivent? Ils n'étaient pas sur le champ de combat. C'est difficile d'avoir les informations d'État ici. Donc que la KIDP nous aide dans ce rôle de recherche d'informations-là pour faire une bande de données qui pourrait nous servir véritablement, mais ce n'est pas une mission forcément que je leur donne, mais c'est une réflexion qu'on pourrait faire ensemble
Il y a plusieurs années qu'on fait ce métier, on connaît un peu ce dont les journalistes ont besoin, que ce soit factuel, que ce soit pour les dossiers. Monsieur Kone Mamadou, vous avez entendu, comme nous, les propos de M. Samoa Kouboué sur ce plaidoyer, de mettre en place, on va dire, un atelier ou un séminaire de réflexion sur ces questions-là, et ensuite, pourquoi pas, mettre en place un guichet d'information pour les journalistes au terme de cet atelier. Vous allez vous prononcer sur cette suggestion, mais deuxièmement aussi, également vous prononcer sur la question des fake news. De plus en plus, c'est présent dans le milieu de la communication, dans la vie sociale des Ivoiriens. Aujourd'hui, on n'arrive pas à faire attention, à distinguer ce qui est vrai et de ce qui n'est pas vrai. Comment vous, en tant que professionnel des médias, puisque vous facilitez l'accès à l'information en public, comment vous voyez ce phénomène et est-ce que vous, dans votre cadre d'information, de structure, de facilitation, est-ce que vous êtes confronté aussi à ça, à ces fake news-là? Bien, merci M. Diakité. Je voudrais déjà dire concernant en tout cas cet aspect, dire que premièrement, il faut comprendre que la loi relative à l'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics n'est pas que pour les journalistes. Voilà, c'est une loi, en tout cas destinée à vous, à moi, aux médecins, à tout le monde, à l'étudiant, aux citoyens lambda. Ça, c'est bon de le savoir. Donc, concernant les fake news, je pense aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'outils quand même qui nous permettent de faire ce qu'on appelle le fact-checking, n'est-ce pas? Voilà, c'est aux journalistes, justement, de ne pas reprendre ce qu'ils pourraient considérer comme fake news. Vous voyez, c'est-à-dire, vous avez tous les éléments, vous avez une information, il faut déjà vérifier si c'est une information à diffuser. Parce que je voudrais reprendre cette citation de Alfred Sauvy qui dit que bien informés, les hommes sont des citoyens, mal informés, ils deviennent des sujets. Comprenez? Donc, pour nous, vous avez la loi, en tout cas en ce qui nous concerne en Côte d'Ivoire ici, vous avez la loi, vous devez aller à la source de l'information en utilisant la loi qui vous permet d'introduire une demande auprès de l'organisme concerné. Voyez-vous, ça c'est pour rebondir sur l'aspect des fake news. Et je voudrais dire que concernant son plaidoyer pour l'atelier, pour avoir un peu tous les éléments qui pourraient en tout cas les amener à faire leurs écrits, c'est que nous déjà au niveau de la KDP, nous avons élaboré une typologie de documents et d'informations qui devaient être diffusés par tous les organismes publics. Ça, on l'a fait. Nous sommes en train de réfléchir à l'élaboration d'une circulaire interministérielle qui sera adoptée par tous les ministres pour dire désormais, voici les informations, voici les documents que vous devez diffuser de manière proactive. Voilà, je pense que c'est un peu dans la droite ligne de ce qu'il dit. Et puis au-delà de tout ça, nous sommes en train de réfléchir à l'élaboration d'une plateforme intégrée, en tout cas pour toutes les informations qu'on pourrait prendre ça et là, et mettre à la diffusion des journalistes, du citoyen lambda, en tout cas de la population en général. C'est un peu ce que nous sommes en train de faire au sein de la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics. Alors nous allons parler maintenant du modèle économique de la presse, des médias en général. On sait qu'en Côte d'Ivoire, généralement, les médias sont adossés sur des hommes politiques ou des partis politiques. Est-ce que le fait, Samoa Kouboué, vous qui êtes journaliste, que cela soit une réalité, est-ce que ça impacte sur la qualité de l'information qui est diffusée? Bien sûr, ça impacte sur la qualité de l'information parce que l'incertitude économique que vit le secteur de la presse amène directement à la vulnérabilité des entreprises de presse, ce qui impacte directement sur les lignes éditoriales parce que mains et pieds liés par les hommes politiques. Vous avez beaucoup d'entreprises de presse ici en Côte d'Ivoire qui sont sous la bannière, on pourrait dire, subventionnés par des hommes politiques. Et nous refusons cela. Nous refusons cela parce que cela ne peut pas être un modèle économique pour ce grand nombre d'emplois. Ce n'est pas possible. Ce qui fait que des journaux naissent et ne durent même pas longtemps et périssent. Parce que l'homme politique, on sait ici en Côte d'Ivoire, quand son parti est au pouvoir, il est financièrement assis. Demain, tel n'est pas le cas, le journal ferme. On a vu des hommes politiques des régimes précédents qui avaient des journaux ici. Vraiment, on ne pouvait pas. Mais quand ces pouvoirs sont tombés, ces journaux-là ont disparu. On ne peut pas maintenir des emplois des travailleurs sur ce modèle-là. Il faut le quitter. Nous le déplorons, nous le dénonçons, et nous disons qu'il faut le quitter. Pour aller vers où? Pour aller vers un modèle économique viable, sérieux,
et sincère, et ça existe partout. Il suffit qu'en Côte d'Ivoire, si on le veuille, on le peut. Et c'est ce que nous disons chaque fois quand nous sommes en des discussions avec les pouvoirs publics. Si c'est voulu, ça peut se faire. Il ne faut pas voir les entreprises de presse, quand on demande d'aider les entreprises de presse à être viables, il ne faut pas voir ça comme une aumône que les journalistes demandent. On entend des hautes personnalités d'État, et c'est déplorable, disent souvent, mais comment est-ce que quelqu'un peut se lever et créer une entreprise privée et puis il veut que l'État lui injecte de l'argent dedans? Moi, je ne comprends pas. C'est comme si le charbonnier il fait son enfer de charbon et puis il veut qu'un matin... Non, ce n'est pas la même chose. Le charbonnier vend son charbon, celui qui veut peut en acheter. Celui qui peut ne pas en acheter. L'information, nous voulons de dire tout à l'heure que c'est un bien public. C'est indispensable à la société. C'est indispensable à la société. Ainsi, donc, la société publique a besoin d'accompagner la vitalité et la fiabilité de cette information. Et ça se fait dans tous les pays. En France, c'est 2,1 millions d'euros par an. Je vous dis par an. Multiplié en CFA, vous verrez. Au Ghana, tout près, c'est 4 milliards qui sont remis au secteur des médias par an. Au Sénégal, 2 milliards et quelques. Au Burkina, 1 milliard et quelques. En Côte d'Ivoire, il arrive des années où le secteur des médias, ça fait seulement 3 ans, n'a reçu rien de l'État de Côte d'Ivoire. 3 années successives. Et il y a le FSDP, il y a... Oui, bien sûr, le fonds fait ce qu'il peut. Mais quand on vous remet 800 millions pour donner à plus de 60 entreprises de presse, qu'est-ce que ça représente? Pour un État comme la Côte d'Ivoire, ça ne représente rien. Ça ne représente pas grand-chose. Il y a un effort à faire. Et quand il arrive des années où ce financement direct qui doit aller aux entreprises, on a décidé une année, en 2018, je pense bien, de reverser ce financement à la restructuration des 10 presses, en lieu et place de redonner aux entreprises de presse. On a versé tout ce financement à 10 presses. Cette année, les entreprises de presse n'ont rien reçu de l'État de Côte d'Ivoire. L'année qui a suivi telle, cette année à laquelle nous sommes, autant, 2020. Comment vous pensez que les journalistes peuvent s'en sortir? Il n'y a pas un accompagnement sérieux des pouvoirs publics dans le secteur des médias en Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui est le problème. L'État en Côte d'Ivoire ne voit pas encore l'intérêt d'accompagner les entreprises de presse. Et c'est ça qui est le problème. Monsieur Kone Mamadou, vous avez entendu avec nous le cri de cœur de M. Samwa Kouboué, qui, je le rappelle, est rédacteur en chef du journal L'Expression, mais bien plus, qui est le porte-parole de l'intersyndicale des structures du monde des médias. Alors, on parle de la question de la viabilité des entreprises de presse. C'est vrai que l'information, il faut créer des conditions d'accès à l'information, mais si ceux qui sont chargés d'aller à la quête de l'information n'ont pas un minimum, il va sans dire que cette information qu'on va rechercher peut être biaisée, peut être de mauvaise qualité. Alors, sur les conditions de vie et de travail des journalistes, quel est votre mot? C'est vrai que ce n'est pas votre domaine spécifique, mais vous êtes acteur de la société civile. Vous êtes quand même dans le milieu de la presse, vous savez. Quel est votre regard sur cela? C'est ce que j'allais dire. J'allais dire que probablement le Fonds de soutien et développement de la presse est là. Et pour le développement de la presse, il y a également l'autorité nationale de la presse. Je pense que ce sont quand même des institutions qui sont très bien placées pour répondre à la question soulevée ici par Samwa Kouboué. Je pense quand même que les journalistes eux-mêmes doivent essayer de voir dans quelle mesure ils peuvent se réorganiser. Moi, je sais par exemple qu'au Fonds de soutien de la presse, il y a le fonds de garantie. Il faut régulièrement solliciter ce fonds de garantie. Voilà, il faut donner une autre dimension au schéma économique qu'on veut utiliser quand même pour son organe de presse. Je pense que toute la question est véritablement dans les mains des journalistes eux-mêmes. Voilà ce que je peux dire en tout cas. Alors, mais Sam, sur cette préoccupation, parce que chaque fois qu'on va demander à l'État de mettre des moyens, il y a cet adage qui dit qui donne, la main qui donne et la main qui commande. Est-ce que, parce que les journalistes sont très jaloux de leur liberté de presse, mais à force de recevoir les mannes de l'État, est-ce que ces journalistes ne risquent pas d'être, j'allais dire, contrôlés par les pouvoirs publics? Si vous recevez, est-ce que vous n'êtes pas contrôlé? Non, il n'y a pas d'intérêt à donner et puis forcément lier ça à un contrôle obligatoire des journaux. Non, cela ne devrait pas. Parce que je vous ai cité plusieurs exemples tout à l'heure des pays où les entreprises de presse reçoivent des financements conséquents. Dans ces pays-là, que ce soit aux États-Unis, partout, les journaux sont libres. Oui. Ils sont libres d'écrire ce qu'ils veulent. Parce que l'État a perçu le fait que l'information est un bien public. Et le canal par lequel je passe pour donner ces informations sont les entreprises de presse.
Je prends toujours l'exemple, quand partout où on m'appelle, je dis tout le temps que, prenons le cas de la pandémie à Covid-19. Vous voyez ce que les acteurs des médias ont fait. Ce sont eux qui ont été capables de donner le flux d'informations qui était utile aux populations pour savoir qu'il y a une pandémie qui existe. Si toutes ces entreprises dans le monde n'existaient pas, on serait vraiment tous deux pieds sous terre. Personne ne saurait qu'il y a une maladie qui existait. Ce ne sont pas les pouvoirs d'État, c'est-à-dire les ministres de la Santé, qui ont pris leur cortège pour aller de village en village pour informer les populations. Écoute, j'arrive à tel village A, vous savez qu'il y a une maladie qu'on appelle Covid-19 qui existe. Si vous ne faites pas attention, ça va vous avoir. Voici les précautions à prendre. Non, ce sont les télés, ce sont les radios comme vous, ce sont les entreprises de presse comme nous qui ont écrit et qui ont informé les populations. Parmi ces entreprises-là, il y a des entreprises privées qui ont fait ce rôle régalien de l'État. Quelle est leur part? J'ai vu par des informations reçues qu'il y a des entreprises de presse, notamment le groupement des éditeurs de presse, qui a reçu de façon symbolique l'argent public. Ça ne devrait même pas être un symbole. Ça doit être un accompagnement sérieux d'entreprises sinistrées. Voilà, mais voilà. Qui a reçu et en son temps, quand l'État a fait... Les journalistes n'ont pas reçu, mais les entreprises ont reçu. C'est 200 millions, c'est pas grand chose. Je vous dis qu'on a plus de 60. Ça n'a pas suffi. Non, pour une année où les entreprises sont à genoux et affectées par la maladie, il n'y a même plus de publicité. Difficile de recueillir des publicités. Difficile de vendre les journaux. Alors, mais comment vous expliquez? C'est pas en cette année qu'il faut une aide aussi minime. On salue l'État pour l'action posée. Mais ce n'est pas l'année qu'il fallait choisir. Mais c'est quand même contradictoire. Vous dénoncez tout ce tableau sinistre de la presse, mais tous les jours, il y a un nouveau quotidien qui apparaît. On est à plus de 20 quotidiens par jour en Côte d'Ivoire. Si c'est aussi angoissant, sinistré, mais pourquoi il y a autant de quotidiens? Autant de quotidiens. Comment on explique cela? Tous les jours, ça vient sur le marché. Le secteur est dynamique. Non, c'est pas parce que le secteur est dynamique que les gars créent. Qu'est-ce qu'il fait? Comment on peut expliquer cela? C'est la beauté du secteur. Ouais, je pourrais dire, c'est la beauté du secteur. Le métier du journalisme, par moment, on ne peut pas se leurrer. C'est un métier de prestige. Donc, du coup, il y a beaucoup de personnes qui se disent que c'est un métier qui donne lieu à des contacts. Des métiers qui donnent lieu à des portes qui s'ouvrent. Il y a des patrons de presse qui imaginent les choses aussi bas étage et qui s'invitent dans le secteur. Mais après, se rendre compte de la réalité. Qu'en fait, c'est une entreprise que j'ai créée. Il y a des impôts à payer, il y a des salaires à payer, il y a des charges auxquelles je dois subvenir et qui n'arrivent plus. Mais ne dure pas et ferme. Parce qu'on ne peut pas vivre que de ce dont j'ai cité tout à l'heure, les portes qui s'ouvrent, le prestige que ça donne. On peut rentrer dans les grands bureaux des pouvoirs d'État. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup de patrons de presse font. Quand ils créent une entreprise, la vente des journaux, c'est un produit de l'entreprise. Mais il faut multiplier les produits. En France, il y a beaucoup de journaux qui pensent à ça. Ils font des cirques. Il y en a qui font des circuits automobiles et autres. Il y en a qui ont des hôtels. Ici, on ne pense pas à ça. Ce dont on pense, c'est juste vendre le journal. Pourquoi? Parce que tout de suite, quand X crée une entreprise de presse en Côte d'Ivoire, la première stratégie qui vient à lui pour maintenir son entreprise, c'est de chercher des accointances dans le pouvoir d'État. De se jouer, quand ils ont ces accointances dans le pouvoir d'État, tout de suite, ils se jouent les intouchables. Ils martyrisent nos camarades qui travaillent dans les entreprises, sont sous-payés, certains pas du tout payés. Ils peuvent vous renvoyer sans même vous donner un document de renvoi. On ne peut rien lui faire parce qu'il a des entrées dans le pouvoir d'État. Il faut que ça cesse. Alors, sur cette question, pourquoi les journalistes eux-mêmes, c'est vrai qu'apparemment, quand vous dites, c'est le monde extérieur, c'est le milieu, l'écosystème qui est difficile, c'est le pouvoir public qui n'appuie pas suffisamment. Est-ce que le journaliste lui-même, il a une responsabilité dans cette situation dégradante de son métier? Et si oui, quelle est cette responsabilité? La première responsabilité, c'est la clause de conscience. Quand une entreprise de presse vous emploie en tant que journaliste, et qui d'abord ne respecte pas la convention collective, parce que c'est le mal de notre secteur. On a bataillé depuis 2014 pour que la convention puisse... Il y ait une évaluation du secteur. L'évaluation avait donné 25% d'entreprises qui étaient viables et capables d'appliquer la convention collective. Quand on était devant, à son temps, le CNP, on a pris la parole, nous les syndicats, pour demander à ce que ces 25%-là soient ouverts et que les autres soient fermés. On n'est pas parvenu à cela.
Vous savez aussi que la liberté d'expression est quelque chose de fondamental, c'est lié à l'être humain. On ne peut pas empêcher des gens de diffuser leurs idées. Non, mais dans l'instant où on ne respecte pas les règles de jeu pour diffuser d'idées, c'est-à-dire il y a une réglementation pour mettre en place une entreprise de presse. C'est ça. Quand vous êtes hors la loi, hors de cette réglementation, vous êtes en fonction de façon illégale, on peut vous fermer. Oui. Et c'est sur cette base que nous on a demandé qu'on les ferme. Mais tel n'a pas été le cas. Pour que tout le monde se retrouve aujourd'hui dans le moule et qu'on fonctionne avec. C'est pourquoi on dit que les journalistes ont cette responsabilité-là qui est la clause de conscience, de dire moi je ne peux pas du coup travailler dans une entreprise qui ne respecte pas un certain nombre de règles. Et démissionner. Et sur la question du contenu, de ce que vous vendez, parce que c'est le contenu, moi je ne veux pas avoir de langue de bois ici. Est-ce que c'est le contenu des entreprises de presse, surtout privées, bon, de temps en temps on voit aussi public, est dicté par les patrons de presse. C'est ce qu'on appelle ligne éditoriale. C'est le patron qui crée son entreprise, qui l'impacte d'une ligne qu'il veut que son entreprise suive. Et c'est cette ligne, quand vous rentrez dans l'entreprise de presse X, que vous devez suivre. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pourquoi je parle de clause de conscience, vous démissionnez. Si vous êtes d'accord, vous devez écrire sur la base de cette ligne éditoriale. Et si ce patron, il a des accointances avec un pouvoir politique, qu'il soit de la gauche ou de la droite, vous êtes obligé d'être soit de la gauche ou de la droite. De voir que du beau de la gauche ou du beau de la droite. Et c'est malheureusement ce qu'on vit en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on dit que les pouvoirs publics comprennent le sens et l'intérêt des entreprises de presse et les accompagnent de façon sérieuse pour les arracher des mains des hommes politiques. Lorsqu'on parviendra à cela, ce sera une bonne chose. Vous voyez en France, quand il y a eu l'affaire Charlie Hebdo, mais il y a 60 millions d'habitants en France. Sur les 60 millions d'habitants, c'est 0,01% pour qui dit Charlie Hebdo. Mais ce serait dans nos pays sous-tropiques, on allait dire, mais écoute, ce journal, on ne le finance pas. C'est combien de personnes derrière? Et puis derrière leur ligne, tout le monde n'est pas d'accord avec. Mais pour cette petite opinion, l'État français a mis des milliards pour relever Charlie Hebdo à la suite de l'attaque que cela a eu lieu. Parce qu'ils ont jugé d'un intérêt pour cette population, fût-elle minime, son obédience, il faut qu'elle soit préservée pour financer cette entreprise pour que la population puisse continuer à recevoir l'information qui lui sied, même quand elle n'est pas d'un avis des autres. Et c'est ce qu'on demande ici. D'accord. Monsieur Kone Mamadou, vous avez écouté avec nous, comme je le disais, Monsieur Sam Wakouboué de l'intersyndicale, le porte-parole de l'intersyndicale des médias, sur ces questions des difficultés des médias, vous en tant que consommateur de la presse, mais en tant qu'acteur des médias, parce que vous naviguez encore dans cet écosystème-là. Au-delà de la question de la subvention, la question de la distribution il a aussi évoquée, est-ce qu'il y a des axes sur lesquels on peut travailler pour pouvoir rendre viables et solides nos médias pour renforcer notre démocratie? Bien, sur cet aspect, je voudrais bien intervenir en tant que consommateur de l'information et non en tant qu'institution qui évolue dans l'écosystème de l'information, parce que j'avoue que je suis très mal placé. Nos KDP, c'est veiller à l'application de la loi et s'assurer que les informations, les documents sont bien remis à ceux qui en font la demande. Vous voyez, moi je pense que M. Wakouboué Sam a évoqué quelque chose de très important. Il faut diversifier déjà les produits. C'est très important. Il faut diversifier les produits, premièrement. Et puis, deuxièmement, la qualité même des écrits. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Moi, je peux être de la gauche, mais si M. Sam Wakouboué, qui est de la droite, fait un bel écrit, mais moi, je vais l'acheter. Parce que je sais que ce qu'il est en train de développer, il est important pour moi, il est important pour le pays. C'est vraiment la réalité. Vous voyez, c'est de cela qu'il s'agit. Moi, je pense que les écrits des journalistes doivent être très importants. Voyez-vous, il y a un journal, en tout cas de la place, je ne vais pas le citer, mais qui est un journal, je veux dire, de qualité, qui a son audience auprès, mais qui n'est pas inféodé à un parti politique, ou bien à un groupement même d'associations. Vous voyez un peu.
On peut bien écrire. Ce que je veux dire, c'est que il faut d'abord que l'écrit soit accrocheur. Voilà, moi je viens, je lis, pas parce que c'est un journal bleu, c'est un journal blanc, c'est un journal vert, c'est un journal rouge. Non, parce que ce qui est dedans m'intéresse. Vous voyez, moi je pense que ça doit être ça, et puis ensuite diversifier un peu les produits. D'accord, nous allons poursuivre cet entretien. Je rappelle que nous sommes dans notre débat. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'information comme bien public. Et pour débattre de la question, je suis en compagnie de M. Sam Wakouboué. Il est le porte-parole de l'intersyndicale des médias. Et je suis également en compagnie de M. Koné Mamadou. Il est secrétaire général de l'AKIDP. Alors, messieurs, nous allons parler maintenant des réseaux sociaux. Nous allons parler des médias sociaux. Et je vais vous demander, qu'est-ce que vous pensez des plateformes comme Internet, Facebook, Google, Twitter, WhatsApp, qui jouent un rôle assez important dans l'hébergement des informations, pas toujours fiables. Est-ce qu'aujourd'hui, ces sites-là participent au renforcement ou à la revitalisation des journaux, des médias que nous sommes, ou bien ce sont des obstacles pour l'expansion, on va dire, des médias. Monsieur Sam Wakouboué, sur la question, sur ces plateformes, ces réseaux sociaux qui existent, où tout bouillonne, où tout va, est-ce que ça aide les médias en termes de démocratie, en termes de diffuseurs de crédibilité d'information, ou bien ça crée des blocages au travail des médias? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne pourrais pas dire que ça bloque. Ça aide, mais il faut savoir comment user de ces plateformes. Parce que déjà, ce sont des plateformes qui aident à la mondialisation de l'information. Vous êtes ici, vous tapez votre page Facebook, vous voyez tout de suite ce qui se passe en Inde, ce qui se passe aux États-Unis, un peu partout. Surtout ces plateformes que vous avez citées, l'information est fluide et rapide. Tout de suite, on sait que quelque chose se passe. Ça, c'est pour les citoyens lambda. Là, il a l'information, qu'elle soit vraie ou pas, il a une information. Mais pour l'entreprise de presse et pour le journaliste, vous ouvrez vos pages Facebook, vous voyez une information, on vous dit il y a eu quelque chose qui s'est passé à Mans. Je crois que ce qui est écrit comme information jusqu'au bout, c'est parce que vous devez reproduire dans votre entreprise. Facebook vous a aidé à savoir que quelque chose s'est passé à Mans. Il est bien pour vous de mettre, si vous avez un correspondant là-bas, de le mettre en action pour qu'il recueille pour vous maintenant, par votre propre canal, la vérité sur cette information. Voilà moi comment j'utilise ces réseaux sociaux-là. Et je les prends comme des alertes qui me disent que quelque chose se passe ici. Alors maintenant, on doit actionner son système de réseautage pour voir quelle est la vérité sur ce qui est écrit. Est-ce que c'est un fake? Est-ce que c'est une vérité? Est-ce que ça va sur notre ligne éditoriale? Est-ce qu'on doit passer ça ou bien on doit laisser? Bon, vraiment, c'est là, comme ça moi j'utilise. Sinon, a priori, il ne faut pas avaler cette information comme une vérité tout de suite. Alors, M. Koné Mamadou, vous travaillez sur l'information publique, on se rend compte que le volume des informations qui sont diffusées sur ces plateformes, c'est beaucoup plus important que l'information dans nos États, le volume d'informations diffusées sur ces trucs. Et on se rend compte aussi qu'il y a du tout dans ces informations qui sont diffusées. Et on se rend souvent aussi compte que vous n'avez pas forcément un droit de contrôle comme vous le faites pour l'information de diffusion publique. Alors, votre regard sur ça, est-ce que ça aide à la consolidation de la démocratie, à l'accès du citoyen à l'information, ou bien il faut filtrer toutes ces informations qui sont sur ces agrégats ou ces hébergeurs d'informations? Bien. Moi, je pense que, comme l'a dit Sam, c'est un véritable progrès que d'avoir Internet, Facebook. Parce que ça vous permet déjà d'avoir des informations en direct, en live. Et ça ramène le monde, j'allais dire, à un monde un peu microscopique, vous comprenez? Interconnexion, je sais où est M. Diakité, je sais ce que fait M. Diakité, tout et tout. Mais c'est l'utilisation qui en est faite qu'il faut, en tout cas proscrire, qu'il faut bannir, voyez-vous? Certains pourraient penser qu'aujourd'hui, ils ont l'information à travers Facebook, à travers Twitter, et c'est la bonne information. Mais certains vous diront que ce n'est pas possible. C'est aux journalistes, ceux qui sont donc détenteurs de la carte d'identité de journaliste, de prendre ces informations, une fois encore, de faire le fact-checking avant de le reprendre, voyez-vous. Donc, on donne une information, on donne un document, en tout cas une alerte, c'est aux journalistes de voir, comme il l'a dit, est-ce que l'information qu'on m'amène à consommer
ou bien à reprendre est une bonne information. Cela, c'est à travers le fact-checking. Sinon, il faut reconnaître que, en tout cas, les réseaux sociaux de nos jours, pour dire désinforment ou bien informent, c'est selon. Alors, un mot... Mais ce que je voulais ajouter, c'est que dans certains cas, ça permet d'avoir la vraie information. Je crois que c'est une stratégie aussi utilisée par les journalistes. Quand ils ont des difficultés d'avoir les vraies informations, ils balancent, en tout cas de fausses informations, et vous serez dans l'obligation de donner la bonne. Parce que vous devez dire non, ce que M. Sam Ouakoubou a écrit, je ne suis pas d'accord, M. Sam, voici la vraie information. Mais voilà, il a atteint son objectif. Et que parfois aussi, on nous dit que l'administration, à bien des endroits, peut aussi être diffuseur de certaines informations pour faire tourner l'opinion dans tel sens ou dans c'est tel... l'information manipulée. Voilà, dans tel autre ou tel... Donc, c'est très, très délicat. Alors, sur la question de la sécurité des journalistes aujourd'hui, M. Sam Ouakoubou, est-ce que le journaliste en Côte d'Ivoire, l'exercice du métier de journaliste, quel est le regard que vous portez? Est-ce que c'est bien, ça va, moins bien? Est-ce qu'on peut faire des efforts? Quel est votre regard sur le travail du journaliste en termes de sécurité? Ça va, mais il y a des efforts à faire. Ça surprendrait certaines personnes de m'entendre dire que ça va. Parce que je suis un acteur syndical. Et nous, on est affilié à la Fédération internationale des journalistes, la FIJ. On est tout en contact avec Anthony Bélanger, qui est le secrétaire général, qui nous fait les points sur le monde. Ce qui se passe ailleurs, c'est plus grave, c'est pire. C'est désolant et c'est regrettable pour nos collègues, nos confrères dans d'autres pays, surtout dans le Moyen-Orient, un peu partout. Ce sont des morts chaque jour, des journalistes. On ne vit pas ça ici en Côte d'Ivoire, donc ça va. Je peux donc dire que ça va. Mais il y a c'est à améliorer. C'est amélioré parce que on peut pas dire que tout baigne. À un moment, on a appelé le procureur de la République, M. Adou Richard, à une réflexion sur la question, à Bassam. L'intersyndical a organisé donc un séminaire international sur la question, la sécurité des journalistes. Il était présent. Et il y avait plusieurs institutions. On a invité la CEI qui était présente, en tout cas toutes les institutions, le ministère de la Communication, la Gendarmerie nationale, parce que quand on prend les journalistes, c'est la brigade de recherche. Pour leur dire de face qu'il y a la dépénalisation des délits de presse. Mais vous avez détourné l'esprit de ce qui a été écrit en convoquant de façon cavalière les journalistes à la brigade de recherche, les soumettant à des interrogatoires musclés sur des heures, les transportant dans des cargos de police devant le procureur comme des bandits de grand chemin. Nous disons non. Et parfois aussi avec des amendes. Avec des amendes qui... élevées, déjà que les entreprises de presse sont sinistrées sur le plan économique. Vous allez leur donner des amendes. S'ils sont 2 journalistes, chacun doit payer 2 millions, 5 millions. Ça fait 10 millions. Pour quelqu'un qui a des difficultés à payer les fournitures de son entreprise. Vous êtes en train de vouloir fermer l'entreprise. Vous êtes en train de donner un coup à la liberté de la presse. Et vous êtes en train de donner un coup à la sécurité des journalistes. Mais après cela, il y a quand même eu des cas de bastonnade de nos camarades, que ce soit dans des lieux de cérémonie des partis politiques. Il y a eu la RTI qui devrait couvrir un événement de l'opposition proche de l'ancien président, Ayopougon, dont les reporters ont été violentés. Nous, on a dénoncé ça en notre temps. Il y a eu des journalistes qui ont été pris au domicile tout récemment lors des violences politiques au domicile de M. Henri Konambedji, qui ont été jetés en prison. On a dénoncé cela en son temps. Et le récent fait est celui de la jeune journaliste qui a été bastonnée par des gendarmes, très heureux d'avoir eu du boulot, au lieu d'aller s'en féliciter devant leurs parents, qui ont jugé mieux d'attaquer tous ceux qui circulaient dans les rues. On dénonce ces faits-là. Ce n'est pas des faits à encourager et s'en prendre à une journaliste qui était là, en activité, en train d'interroger des gens dans le cadre d'une enquête qu'elle faisait. Tous ceux qui ont su que c'est une journaliste l'ont bastonné. Il y a eu aussi notre confrère Claude Dassé qui a été bastonné copieusement à la MACA par un encadreur de la MACA. Donc il y a des cas ici, il y a tous ces cas-là mis ensemble que nous dénonçons, nous disons que cela ne doit pas être, parce que ça n'a pas de raison d'être. D'accord. Et sur la question de la Covid, est-ce qu'aujourd'hui, la Covid a modifié le travail du journaliste? Est-ce que parce qu'il y a la Covid, vous restez maintenant en back-office, vous êtes dans vos bureaux et puis vous traitez l'information, ou bien vous êtes toujours au contact des populations avec tous les risques que c'est la cour? Comment ça se prépare? Ça pose à nous, dans une entreprise de presse, vous ne pouvez pas tous être
en studio ou bien en entreprise pour écrire. Il faut forcément des reporters. Il faut forcément voir ce qui se passe. Il faut être témoin de ce qui est pour être de fait, pour le rayer et le mettre à disposition de vos auditeurs ou bien de vos téléspectateurs ou bien de vos lecteurs. Donc ça a imposé à beaucoup de nos confrères d'être présents sur le terrain. Malheureusement, que certains aient piqué cette maladie, on a eu des cas dans les rédactions. C'est pourquoi on a dit qu'il fallait quand même qu'en son temps on a interpellé l'État quand c'était les priorités qui devaient avoir les fonds de Covid en parlant des soldats et des gens de santé. On a voulu qu'on ajoute les journalistes. Oui, mais à son temps, les patrons de presse ont eu les 200 millions que vous avez dit. Non, les journalistes n'ont pas eu. Non, ça n'a rien à voir avec. Être patron de presse, c'est pas forcément journaliste. Non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je veux dire, le patron de presse n'est pas toujours au contact des populations aussi. Ce qu'on veut que vous compreniez ici, le fonds d'accompagnement d'aide que l'État mettait à disposition des soldats et des gens de la santé, c'est individuellement donné à chacun. Ce n'est pas au patron que ça a été, ce n'est pas au ministre de la Santé de l'autre côté non plus, ni au général de l'armée. C'était individuellement donné à chaque soldat. L'encourager à être actif, à être motivé pendant cette situation difficile. Et c'est ce que nous on a demandé aussi concernant les journalistes. Mais ce n'a pas été le cas. Nous pensons que l'État va y revoir et percevoir le fait que les journalistes sont obligés d'être au contact des populations malades. Quand vous avez un cas de Covid, il faut bien qu'un journaliste aille filmer. Mais quand il va filmer, il est exposé. Donc c'est la même chose. Monsieur Kone Mamadou, avec vous, nous allons parler de l'éducation aux médias. C'était l'un des axes qu'on a développé dans le cadre donc, de notre thématique d'aujourd'hui, information comme bien public. Pourquoi c'est important cette éducation aux médias? Quel peut être le rapport entre l'éducation aux médias et puis l'accès à l'information? Très bien. Vous savez, comme on a dit, l'information, c'est la mère de tous les droits. Vous voyez, pour nous, l'information est véritablement synonyme de pouvoir. Et sans information, vous ne pouvez pas vous faire une idée, sinon en tout cas une idée éclairée. Donc il est important que l'éducation aux médias soit véritablement une réalité en Côte d'Ivoire. Pour cela, je voudrais en tout cas saluer déjà l'existence de plusieurs écoles de journalistes et bien d'autres qui, en principe, devaient produire des journalistes de qualité. Mais à côté de cela, il faut aussi faire, en ce qui nous concerne, une certaine sensibilisation auprès de la population, auprès également des utilisateurs de la loi relative à l'accès à l'information, auprès des journalistes, donc pour produire la bonne information. Samakoubé, sur la question donc, de l'éducation aux médias, qu'est-ce que vous pouvez dire? On était récemment à un atelier à la Maison de la Presse avec l'UNESCO et on a fait un plaidoyer auprès de l'UNESCO pour nous aider, parce que l'UNESCO ici en Côte d'Ivoire est rattaché au ministère de l'Éducation nationale. C'est déjà une bonne chose. C'est le ministère de l'Éducation nationale qui héberge l'UNESCO en Côte d'Ivoire. Donc auprès de l'UNESCO, on a demandé à ce qu'il y ait une réflexion profonde pour voir à quel niveau est-ce qu'on pourrait insérer dans les curricula de l'enseignement du ministère de l'Éducation nationale des modules de prise en compte de l'éducation aux médias à nos enfants, à partir du collège au lycée, pour qu'on parvienne après dans les universités. Parce que c'est à ce niveau-là qu'il faut que l'enfant comprenne déjà l'intérêt et l'importance des médias. Cela existe déjà dans les pays comme en France. Oui, il y a l'éducation aux médias qui est fait déjà, qui existe dans les curricula d'enseignement aux enfants à partir du collège. Donc l'enfant sait déjà comment rédiger un article. Qu'est-ce que c'est qu'un article? Qu'est-ce que c'est qu'une information vraie? Qu'est-ce que c'est qu'un fake news? Oui, déjà depuis le collège, il le sait. Les professeurs leur enseignent cela. Donc quand il arrive à une certaine responsabilité dans la vie, il sait déjà faire la différence entre tout cela. Donc on a fait ce plaidoyer que l'UNESCO a bien voulu prendre à son compte pour nous aider à faire. Sauf qu'il y a la question budgétaire, comme d'habitude, pour dire que ce devrait être des professeurs qu'il faut donc prendre en compte, payer par l'État pour enseigner ces cours-là. Mais si c'est d'un intérêt, que l'État le fasse. Merci, messieurs. Merci à vous d'être venus sur notre plateau aujourd'hui pour débattre du thème « L'information, un bien public ». Et je résévère
sur ce plateau pour un débat M. Sam Wakubwe, journaliste, rédacteur en chef du journal L'Expression et porte-parole de l'intersyndical du secteur des médias en Côte d'Ivoire. Je recevais également M. Koné Mamadou, il est le secrétaire général de la commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics. Merci messieurs. Et on se donne rendez-vous pour d'autres émissions sur la problématique de l'information, mais surtout de l'accès à l'information publique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce programme a été réalisé en partenariat avec l'ambassade des États-Unis. Les grands débats. Radio de la paix.